Bonjour, bonjour ou rebonjour, bienvenue. Merci d'être parmi nous pour assister à cette plénière. Ensemble, nous allons décortiquer une question de prospective qui est la suivante. Comment faciliter l'exercice des libertés locales pour une plus grande efficacité à la fois économique, sociale et environnementale ? Alors ça ne vous a sans doute pas échappé, derrière cette question de prospective, il y en a d'autres. La première, ce serait celle-ci. La France doit-elle, pour mieux s'adapter à la diversité de ses territoires, déléguer davantage de compétences aux collectivités locales ? Si oui, quelles seraient les conséquences, ou en tout cas les implications d'un tel mouvement ? Bref, la question finalement, c'est à la décentralisation, faut-il dire stop ou encore ? Et si les questions, ou en tout cas si les réponses à ces questions vous intéressent, eh bien j'ai une bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. J'espère que vous êtes confortablement installés puisque nous sommes ensemble pendant 1h30. Alors justement, un mot sur notre programme de 7h30 ensemble. Pour introduire notre sujet, nous allons tout d'abord écouter l'intervention d'un philosophe. Il est également essayiste, fondateur du think tank Génération Libre. Vous connaissez peut-être son nom, peut-être l'avez-vous déjà entendu ou écouté dans les médias. Il s'appelle Gaspard Koenig et il va nous livrer sa vision d'une décentralisation accrue, toujours en mettant en perspective nos enjeux contemporains, et je pense notamment à celui de l'écologie, qui était, je crois, au programme de cette plénière, de la plénière d'ouverture. Et puis, dans un second temps, après cette demi-heure, eh bien, nous élargirons le débat avec 4 nouveaux invités que je vous présenterai alors. Sans plus tarder, je vous propose d'accueillir Gaspard Koenig qui nous rejoint pour cette intervention de prospective. Bonjour à vous, la scène est à vous et moi je vous rejoins d'ici 30 minutes. Parfait. Bonne séance. Bonjour à tous. J'étais vraiment content de venir ici parce que j'ai toujours un peu esquissé le sujet de la décentralisation dans différents thèmes, livres, sujets que j'ai pu explorer. Mais je n'avais jamais vraiment mis en forme mes pensées sur cette question. Et donc je vais essayer de le faire rapidement avec vous. D'abord pour vous dire que j'en ai eu l'expérience sensible, charnelle si je puis dire, quand j'ai effectué un long voyage à cheval à travers la France et l'Europe, mais d'abord la France, qui empruntait l'itinéraire de Michel de Montaigne en 1580, quand il y écrit son journal de voyage. Et dans ce long périple, rien n'était vraiment prévu ni organisé, et donc je logeais chez l'habitant. Et les premières questions que je posais à mes hôtes, c'était « Où suis-je » Et les réponses qu'on me donnait ne correspondaient jamais au découpage administratif ou départementaux. On ne me répondait jamais par un numéro ou par un nom administratif. On me disait « Vous êtes en Gascogne, vous êtes dans le Berry, vous êtes dans la Brie, vous êtes dans la Beauce, ou vous êtes dans la Vosges, à ne pas confondre avec les Vosges. » Et c'est là qu'on comprend, simplement en parlant aux gens, en leur demandant « Mais quel est votre lieu ? D'où venez-vous ?» que finalement, 2 siècles de rationalisation jacobine n'ont pas suffi à arracher cette conscience du territoire qui remonte à l'Ancien Régime et qui remonte probablement à une histoire millénaire. Et en se promenant, et ça on peut en avoir l'expérience si bien à cheval qu'à pied ou à vélo, mais en se promenant lentement sur le territoire, on les voit apparaître, ces régions. C'est des moments d'épiphanie, j'en ai eu peut-être une dizaine ou une quinzaine pendant le périple, où tout d'un coup, sans trop savoir encore pourquoi, on sait qu'on a changé de pays. Alors ensuite on rationalise, on se dit « Ah oui, effectivement, les tuiles ne sont plus les mêmes », ou les pierres sont passées du granit au calcaire, où le bocage est apparu, où les cultures ont changé.
Et en fait, et c'est comme ça que j'ai structuré ensuite mon livre, c'était par région, non pas tel que la carte de France nous les décrit, mais les régions telles que les gens les conçoivent et surtout telles qu'on les voit à l'œil nu, parce qu'il y a des moments très très clairs où on franchit des limites. Et ça vaut pour les paysages, ça vaut aussi pour la langue. Alors certes, la République a grandement éradiqué les patois, mais il reste au moins dans l'accent des évolutions et des dynamiques qui sont palpables. Le destin du R, par exemple, quand on se promène en France du sud-ouest au nord-est, est particulièrement évident, puisque le R commence par être roulé. Et puis, je me rappelle très bien d'une journée où je demandais mon chemin à un vieux monsieur, et il me répond, et tout d'un coup, le R devient un R parisien. Et recherche faite, j'étais exactement dans ce qu'on appelle la Marche, qui est une petite région et qui, traditionnellement, constitue la frontière entre la langue d'Oil et la langue d'Oc. Et puis, quand vous arrivez à l'est, alors là, le R devient franchement rocailleux, c'est des R, et apparaissent toutes sortes d'expressions nouvelles. Une des premières fois que j'ai demandé mon chemin là-bas, on m'a dit c'est à une paire de kilomètres. Je me suis dit, une paire de kilomètres, ça va, c'est 2 kilomètres. Mais non, voilà, certains sont probablement de ces régions, parce que je les entends rire. Une paire de kilomètres, ça va en fait de 2 à 20. C'est tout ce qui est au-dessus de 1, c'est une paire. Enfin, toujours est-il qu'on se rend compte, de manière très concrète, surtout ensuite en parlant aux gens le soir, à quel point la conscience des territoires, elle est encore vive, elle ne se perd pas, elle reste très présente également chez les nouvelles générations, elle fait absolument partie de l'identité des habitants qui se préoccupent que extrêmement lointainement des problèmes du gouvernement ou de l'Assemblée nationale, et que d'ailleurs les néo-ruraux qui viennent habiter ces territoires-là sont souvent encore plus royalistes que le roi, si je puis dire, et essayent de s'imprégner de la culture locale, de choisir les matériaux locaux, parfois de renouer même avec des expressions. Et moi, en Normandie, où je me suis installé depuis 3 ans, alors mes grands-parents en viennent, donc j'ai une histoire là-bas, mais enfin, il y a eu une sorte d'interruption dans la génération du milieu. J'aime bien, de nouveau, utiliser des expressions comme « à tantôt ». Donc « à tantôt », c'est ce que vous dit le maçon, pour vous dire que ça peut être demain et que ça peut être dans un mois. À tantôt. Voilà. Et ça m'a fait prendre conscience ensuite de quelque chose que je vais développer de manière un peu plus théorique, qui est que la centralisation française, le jacobinisme, l'histoire des rois de France, dont les manuels d'histoire de la Ve République nous rebâchent les oreilles, sont des mythes. La construction jacobine est une construction récente, c'est une construction théorique, c'est une construction qui a été imposée par la force et qui est née dans la cervelle des avocats parisiens et qui n'a pas encore et qui n'imprégnera jamais, au fond, notre pays, qui est fondamentalement un pays divers. Alors pour le comprendre, il faut lire des historiens étrangers. Et souvent, c'est les historiens étrangers qui, justement dépourvus de nos biais, ont la meilleure perception de notre pays. Si vous voulez comprendre la Seconde Guerre mondiale, il faut lire Robert Paxton. Si vous voulez comprendre la décentralisation, il faut lire Eugen Weber, qui, comme son nom l'indique, est un historien d'origine roumaine, qui ensuite a enseigné aux États-Unis, qui a fait de très longues recherches sur la France et qui a notamment écrit une monographie passionnante, épaisse, qui s'appelle « La fin des terroirs ». Mais sa monographie sur la fin des terroirs, c'est aussi une monographie sur l'existence des terroirs tout au long du XIXe siècle précisément, où il montre qu'il y a encore une centaine d'années, le français, je le cite, restait une langue étrangère pour un nombre important de Français, y compris pour près de la moitié des enfants. Au point, vous le savez, que souvent le français a été appris dans les tranchées, parce que 2/3 des soldats ne pouvaient pas comprendre les ordres de leurs officiers supérieurs et étaient obligés d'apprendre la langue française simplement pour survivre. Et Eugen Weber montre très bien comment ce n'était pas seulement les mots qui différaient d'une région à l'autre, mais aussi les habits, les cuisines, les coutumes, la manière d'organiser les relations familiales, les fêtes, les chansons, etc. Et si on remonte encore un peu plus loin que l'Ancien Régime, c'est une deuxième monographie que je vous recommande, que j'ai lue récemment et qui m'a vraiment ébloui, qui est celle d'un historien qui s'appelle Antoine Follin, Le village sous l'Ancien Régime. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte que sous l'Ancien Régime, évidemment, nous étions sous un régime qui n'était pas celui de l'état de droit, et où donc l'arbitraire pouvait rapidement transformer votre vie en cauchemar. Mais néanmoins, s'il n'y avait pas d'état de droit, il y avait davantage de démocratie et de démocratie locale. C'est ce qu'Antoine Follin appelle la petite politique des campagnes. Et cette petite politique, elle se déroulait dans les villages. Et dans les villages, de manière institutionnalisée, hebdomadaire, souvent après la messe, toujours dans un endroit précis, qui pouvait être sous un porche, ou dans une grange, ou dans la maison d'un particulier, ou même dans l'église, on délibérait.
Alors, ce n'est pas tout à fait démocratique, parce que c'est surtout les chefs de famille, les hommes, sauf les femmes quand elles étaient veuves, qui étaient à ce moment-là appelées homesses, ce n'est pas très flatteur, mais en tout cas, quel que soit le niveau social ou le niveau de revenu, les chefs de famille venaient délibérer des affaires du village. Tout ça était soigneusement consigné dans des procès-verbaux, et ces procès-verbaux précisaient, c'est une formule qui est absolument admirable, que le village agissait alors en état de commun. En état de commun, comme si dans ce moment très particulier où l'on se réunit pour décider du jour de la foi ou de l'utilisation des pâturages ou de la réfection du toit de l'église, sujet qui mobilise les gens au quotidien, eh bien on sortait un peu de sa peau de propriétaire ou de fermier ou de laboureur et on devenait partie prenante d'une forme de citoyenneté villageoise qui était, nous dit l'historien Antoine Folin, très peu disruptée par le seigneur, qui récoltait son dû et ne s'occupait pas du tout et laissait les villageois décider de leurs propres affaires, et que ces procès-verbaux avaient ensuite force de loi devant les juridictions supérieures où on pouvait aller porter ses actes. Et notre ami Tocqueville, dont je vais reparler, le philosophe de la décentralisation en France, écrit la même chose. Jusqu'à la Révolution, la paroisse rurale de France conserve dans son gouvernement quelque chose de cet aspect démocratique qu'on lui avait vu dans le Moyen-Âge. S'agit-il d'élire des officiers municipaux ou de discuter quelque affaire commune, la cloche du village appelle les paysans devant le porche de l'église, et là, pauvres comme riches, ont le droit de se présenter. Et si l'on y réfléchit, ces singularités locales, un peu par les hasards de l'histoire, ont pu, y compris sur le plan institutionnel, perdurer jusqu'à nos jours. Et un exemple que j'aime citer quand on parle de l'autonomie corse, c'est qu'on dit « Ah mon Dieu, c'est terrible, les Corses, on ne peut pas leur laisser l'impôt, on ne peut pas leur laisser la langue, on ne peut pas leur laisser le droit patrimonial. » Mais l'Alsace-Moselle, aujourd'hui, par les hasards de l'histoire, est un territoire qui vit de manière complètement différente du reste du pays. Et ce n'est pas seulement une question de laïcité et de concordat, c'est une question d'immobilier, de droit des associations, de droit notarial, donc de droit des successions, de procédure judiciaire, d'assurance maladie, de droit du travail, puisque par exemple il n'y a pas de délai de carence, d'organisation des corporations artisanales, etc. C'est un territoire qui vit sous un autre régime juridique que la France, qui vit peut-être avec une autonomie 10 fois plus grande que ce que réclament les Corses aujourd'hui. Et pourtant, est-ce qu'on entend parler d'un problème ? Est-ce que les Alsaciens ou les Mosellans sont rebelles contre la République ? Est-ce qu'il y a des attentats ? Est-ce qu'il y a une disunité ? Est-ce qu'il y a un sentiment de non-appartenance ? Alors un peu, c'est vrai, parce que quand on est en Alsace, quand ils désignent ce qu'il y a de l'autre côté des Vosges, c'est la France. Mais enfin, vous voyez bien tout de même que ce sont des territoires qui sont parfaitement intégrés à la République, alors même qu'ils nous montrent l'exemple vivant qu'ils peuvent s'organiser différemment. Et donc, ce que je voulais dire maintenant, c'est que le jacobinisme s'est fait dans la violence. Et ça commence par la violence linguistique. À l'époque de Montaigne, dont j'ai suivi les traces, on parlait le français un peu, disons, avec le reste. Montaigne est éduqué en gascon, puis en latin. Donc ça nourrisse l'éduque en gascon. Ses parents ensuite décident, quand il a 6-7 ans, de lui apprendre le latin et de ne parler que latin, au point que les serviteurs du château de Montaigne sont obligés de parler latin entre eux et de s'adresser en latin à l'enfant, et que le latin va se répandre de ce fait-là dans les villages adjacents. Ensuite, finalement, il apprend un peu le français. Pour faire ses études, il va à Paris. Et puis ensuite, lors de ses voyages, il apprend d'autres langues. Il finit son journal de voyage en italien, parce qu'il lui a suffi d'1 an en Italie pour s'en imprégner suffisamment. Et qu'est-ce que ça donne quand vous lisez les essais ? Ça donne une langue complètement folle, une langue unique, une langue qui précède l'Académie d'un siècle, l'Académie française. Si vous comparez la langue de Racine et de Corneille, le nombre de mots de vocabulaire dans Racine et de Corneille et celui de Montaigne, vous avez un rapport de 1 à 10. Montaigne invente des mots que nous utilisons toujours aujourd'hui. Le mot inhumain, par exemple, ne pas être humain, est un mot qui est entièrement forgé par Montaigne, parce qu'il dit « tiens, j'en ai besoin, allez, je vais prendre le in latin, je mets humain, pouf, ça y est ». Et cette langue, elle va être évidemment arasée par l'Académie, mais il ne faut pas que je dise trop de mal de l'Académie française, on ne sait jamais, mais surtout par la Révolution. L'abbé Grégoire, vous vous rappelez, rédige un rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois. C'est comme ça que c'est énoncé, anéantir le patois. Et cet anéantissement du patois, ça sera toute la tâche de l'école républicaine,
Vous connaissez les histoires où, d'abord, évidemment, on dépêche les instituteurs de régions différentes pour qu'ils n'aient pas accès au patois local et qu'ils forcent donc les élèves à parler en français. Et l'élève qui prononce un mot de patois est puni, a le bonnet d'âne, les mains derrière le dos, etc. Et on réinterprète aujourd'hui l'histoire de notre langue de manière parfaitement fallacieuse, puisque, par exemple, quand on a célébré, à l'occasion de l'inauguration du musée de la langue de Villers-Cotterêts, on a célébré l'édit de Villers-Cotterêts, on a dit, et le président de la République a dit le premier, l'édit de Villers-Cotterêts, c'est l'unification de la langue française sur le territoire. Pas du tout. Ça ne concernait que les actes de justice, et encore, le bilinguisme restait autorisé. Ça veut dire que c'était simplement une langue pratique, comme on va utiliser l'anglais aujourd'hui entre un Français et un Kazakh. Ce n'était pas du tout une langue obligatoire qui était censée homogénéiser le territoire. Et aujourd'hui encore, malgré la décentralisation, et ce mot même pose vraiment question, je lui préfère celui d'autonomie locale, qui est plus franc et plus positif, la décentralisation telle qu'elle se déroule depuis les années 80 ne donne pas plus de pouvoir au territoire. Et je pense que ce que j'ai compris de ce processus administratif, c'est qu'il reste profondément jacobin, et qu'aujourd'hui le jacobinisme est toujours aussi virulent. C'est ce que constate la Cour des comptes dans son rapport annuel paru en 2023, qui s'appelle « La décentralisation 40 ans après », où elle explique, chose très juste, que l'État a délégué des compétences, ça, vous en êtes les premiers, évidemment, vous êtes les premiers à le savoir, mais a ôté des responsabilités, devenant pour les collectivités à la fois le premier prescripteur, puisque la norme vient du haut, et le principal financeur, puisqu'il faut ensuite aller chercher l'argent en haut, et la disparition de la taxe d'habitation est évidemment un cran supplémentaire dans ce processus. Processus qui est fondé dans les élites technocrates par une obsession absolue qui est la disparition de la commune. Combien de fois ai-je entendu qu'il y a trop de communes en France, il y a 36 000 communes, regardez, en Allemagne, en Italie, il y a 5 000 communes, 10 000 communes, c'est plus rationnel, ça marche mieux, il y a des synergies, qu'est-ce que c'est que ces ploucs qui sont comme des petits villages avec des noms incompréhensibles. Le récent rapport de Deriver sur la décentralisation, globalement, ne dit pas autre chose, puisqu'il fait des maires, j'ai trouvé l'expression particulièrement violente, des simples agents de l'État, comme si les maires devaient appliquer, en fond, dans leur statut d'officier de police judiciaire, devaient appliquer la norme étatique, et puis c'est tout, et puis être simplement un maillon de la chaîne, comme si la chaîne ne devait pas partir d'eux. Et cette obsession de l'abolition des communes représente un risque démocratique absolument majeur, puisque aujourd'hui, le seul, dans cet État très centralisé sur le plan de la gouvernance, avec cette élection présidentielle omniprésente, le seul échelon démocratique que vous avez entre le citoyen et le président de la République, le seul échelon où il peut se reconnaître, où il peut converser, où il peut avoir de l'influence, où il peut forger des compromis, c'est le maire. Or, aujourd'hui, il dit au maire, est-ce que ça marche pas? Si ça marche pas, le maire lui dit, premièrement, c'est pas toi qui paye, puisqu'en fait, quand vous êtes locataire dans une commune, vous n'avez quasiment plus aucun rapport fiscal direct. Et puis, deuxièmement, c'est pas moi qui suis responsable, c'est la Comcom. Et le transfert obligatoire des compétences au Comcom me semble un acte, et pour habiter dans un petit village, c'est quelque chose que je vois au quotidien, me semble un acte extrêmement autoritaire. Parce qu'en fait, la Comcom, c'est déjà trop loin. La Comcom, c'est à 25 km. La Comcom, elle constitue déjà sa propre petite administration, son propre petit vocabulaire de sigles, qui fait que le citoyen n'y a plus ni physiquement ni intellectuellement accès, et serait bien incapable de vous dire, de manière générale, qui est le président de la Comcom. Que les communes se regroupent en syndicats, mutualisent, soit dans des EPL et tout ça, formidable, évidemment, mais qu'on impose un regroupement obligatoire sur, en plus, des frontières qui sont des frontières administratives et qui souvent ne correspondent pas à la géographie, à la culture, et si on parle de l'eau, à l'hydrologie, est véritablement une dépossession démocratique de notre territoire et qui, je pense, peut avoir des conséquences terribles sur notre fonctionnement politique. La dernière chose, d'ailleurs, qui m'a particulièrement troublé, mais vous verrez que je suis un peu obsessionnel, c'est que la loi 3DS, hypocritement nommée loi de décentralisation, impose la numérotation obligatoire des rues, ce qui s'est traduit dans le bocage normand où j'habite par une redénomination de l'ensemble des lieux-dits, puisque le bocage est
constitué d'un habitat extrêmement dispersé. Donc il y a énormément de lieux-dits et de hameaux, et vous traversez le bocage normand, auparavant vous avez la Ribadière, la Blanchardière, la Gavoldière, le Bois, etc., qui sont des noms qui sont beaux. Et pourquoi ils sont beaux? Parce qu'on ne les a pas conçus pour être beaux. Aujourd'hui, quand on forge des noms ex nihilo en les concevant pour être beaux, on appelle ça le nid des oiseaux, ou le petit paradis, etc., c'est nul, c'est pas beau. Ce qui est beau, en fait, c'est un nom qui a été conçu pour des raisons pratiques. La Blanchardière, c'est parce qu'on y blanchissait le linge, c'est ça qui est joli. Et c'est ça qui rattache à une histoire. Et c'est ça qui fait que même le néo-rural, quand il va habiter la Blanchardière, il se pose la question de cette histoire. Depuis juillet dernier, vous traversez le bocage normand, c'est Los Angeles, vous avez des numéros 242 route de Caen, et tout ça remplace administrativement, pour faire plaisir à Amazon, les lieux-dits. Et ça, c'est quelque chose qui est ressenti, en tout cas c'est mon expérience personnelle près de chez moi, qui est ressenti extrêmement clairement par les habitants, comme un acte d'autorité tout à fait déplacé. Alors certains maires ont été plus habiles que d'autres, ont renommé les rues par rapport aux lieux-dits, mais enfin, ils sont une minorité. Bon, après être rentré un peu dans ces considérations pratiques, évidemment, il faut savoir pourquoi on décentralise, quelle est au fond la philosophie de la décentralisation, ou de l'autonomisation plutôt, et j'en appellerai de nouveau notre philosophe fondateur sur le sujet, Tocqueville, qui, vous le savez, écrit au milieu du XIXe siècle, La démocratie en Amérique, l'Ancien Régime et la Révolution, pour ses textes les plus connus. Pour dire deux choses. D'abord, qu'est-ce que l'unité? Est-ce que l'unité, on veut vivre dans un pays uni, mais est-ce que l'unité, c'est définir un point central, définir une centralité, et ensuite la faire rayonner? Ou est-ce que l'unité, c'est laisser advenir les différences pour que l'unité apparaisse non pas comme un point central, mais comme une sorte d'horizon? Et vous voyez bien qu'on peut constituer une unité beaucoup plus forte, beaucoup plus substantielle, beaucoup plus pérenne, en laissant les gens vivre à leur manière, en les laissant petit à petit, par la force du temps, se mélanger et former un tout commun, et décider eux-mêmes de la forme que prend ce tout commun, plutôt que de leur imposer par le haut. Et puis, la deuxième chose que dit Tocqueville, c'est justement la question démocratique que j'évoquais en parlant des communes. Il dit la décentralisation, ce n'est pas seulement pour faire plaisir, pour être entre nous, pour être sympa. La décentralisation, c'est une des trois solutions qu'il propose à la fin de la démocratie en Amérique contre le despotisme démocratique. Le despotisme démocratique, c'est l'idée assez presciente chez Tocqueville que la démocratie va conduire à un nouveau type de despotisme, beaucoup plus doux, qui va être maillé d'une infinité de petites règles sur lesquelles personne ne voudra vraiment dominer quelqu'un ou l'asservir, mais où on va en fait s'auto-asservir en reportant le choix de notre bonheur sur une puissance supérieure. Et ce despotisme démocratique, il donne quelque chose qui n'est pas joli. Il donne une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Vous voyez que ça ne fait pas rêver. Et contre cette tendance centralisatrice, il dit il faut la presse, une presse libre, il faut des associations, et ça, pour le coup, en France, il y en a beaucoup, et il faut de la démocratie locale. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, la démocratie locale, pour Tocqueville? Elle apprend la démocratie. En fait, vous ne pouvez pas tellement parler des grands sujets nationaux tant que vous n'avez pas cette pratique hebdomadaire, dans le cas des assemblées de village de l'Ancien Régime, cette pratique hebdomadaire du compromis, de la discussion, de la délibération, de l'échec, de la victoire, de la contre-argumentation. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette démocratie locale? Tocqueville le dit très bien, elle dit on part avec un intérêt personnel, mais comme on est forcé de discuter, eh bien, on finit en fait par trouver le lien étroit, je le cite, qui unit l'intérêt particulier à l'intérêt général. Et donc on va d'abord s'occuper de l'intérêt général par nécessité, puis par choix, et ce qui était calcul devient instinct. Et c'est pour ça que sa réponse au glissement despotique, c'est de donner une vie politique à chaque portion du territoire. Donc politique, il ne s'agit pas seulement de faire du tourisme ou d'avoir des régions sympathiques qui se vendent sur prospectus leur terroir ou leur histoire. Non, que ce soit politique, donner une vie politique à chaque portion du territoire, afin de multiplier à l'infini pour les citoyens les occasions d'agir ensemble. Alors, maintenant, comment faire tout ça? Michel Onfray avait écrit un livre qui s'appelait dont j'aime le titre, qui s'appelait « Décoloniser la province », qu'il emprunte en fait à Michel Rocard, qui avait déjà écrit ça. Et Michel Rocard est peut-être un des très très rares premiers ministres français à avoir été de formation intellectuelle fédéraliste et girondin.
Et bon, on peut imaginer toutes sortes de projets. Quand je dirigeais ce think tank Génération Libre, on avait publié une note qu'on avait appelée la subsidiarité ascendante. Alors évidemment, ce n'est pas un terme très très joli, mais la subsidiarité ascendante, ça voulait dire qu'il fallait évidemment définir les compétences suivant le niveau le plus adapté, ça tout le monde connaît, mais ascendante, ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'au lieu que les compétences soient définies depuis le centre et réparties en fonction de critères abstraits, c'était au plus petit échelon de se saisir des compétences qu'il estime pouvoir assumer, de déléguer les autres à l'échelon supérieur, et ainsi de suite, jusqu'à l'État, jusqu'à l'Europe, jusqu'au monde, si vous voulez. C'est ça la subsidiarité ascendante. Alors évidemment, ça finit par produire une architecture plus complexe, plus variée. Mais en même temps, cette complexité n'est pas une complexité imposée, n'est pas une complexité qui, du coup, tombe mal sur le terrain, comme l'est la complexité normative actuelle, mais c'est une complexité comme la complexité d'un organisme vivant qui naît par ordre spontané et qui donc est immédiatement approprié par ses acteurs. Du moins, on peut l'espérer. Une pratique peut-être plus immédiatement actionnable, moins idéaliste, moins utopique, et sur laquelle j'aimerais parler une minute, est celle des référendums locaux. Vous savez que depuis 20-25 ans, la Constitution autorise l'exécutif et les exécutifs locaux à déclencher des référendums locaux, que la pratique se généralise depuis 30 ans. Mais est-ce que vous savez combien de référendums locaux ont eu lieu depuis une trentaine d'années ? 350. Ça veut dire que c'est à peu près jamais utilisé et que la plupart du temps, c'est à titre consultatif. Donc c'est pas vraiment c'est pas le fait que ce soit à l'exécutif de déclencher le référendum est extrêmement contre-productif, puisque le pouvoir exécutif n'a jamais tellement intérêt à soumettre sa politique aux citoyens. Il estime que voilà, il va être jugé tous les 5 ans, tous les 6 ans, et que c'est comme ça que marche la démocratie représentative. Et pourtant, le référendum local, s'il pouvait être à la fois automatique, par exemple passer un certain nombre de signatures sur une pétition, et surtout décisionnaire, est extrêmement responsabilisant. Évidemment, quand vous votez, c'est consultatif, c'est un budget participatif, vous vous en foutez, vous dites n'importe quoi. Quand c'est vraiment quelque chose qui va concerner ensuite votre fiscalité, votre vie quotidienne dans le village, tout d'un coup, vous prenez ça beaucoup plus au sérieux. Et pour s'en convaincre, il suffit de franchir une frontière qui n'est vraiment pas loin de la nôtre, la frontière suisse. Moi, j'avais passé une semaine à Glaris à assister à la Landsgemeinde annuelle. Et la Landsgemeinde de Glaris, c'est, comme le font tous les cantons suisses, cette séance où l'ensemble des citoyens se réunissent, sur un canton de 30 000 personnes quand même, pour proposer, débattre, amender et voter la loi. Et là, vous trouvez 10 000 Suisses, parce que 2 tiers ne viennent pas, mais enfin, ça tourne, assemblés sur la place du chef-lieu du canton, sous une pluie battante, mais en tenue quasiment militaire, sans un bruit, sans applaudissements, sans sifflet, à délibérer pendant 2 jours, avec, autour de la tribune du Landamman, qui est le maire, des bancs pour les enfants, pour que les enfants puissent voir la démocratie à l'œuvre. Et on débat, alors en l'occurrence à Glaris, c'est un peu particulier puisque c'est le vote à main levée, mais ce n'est pas du tout folklorique, on débat de sujets extrêmement substantiels, on débat du salaire des fonctionnaires locaux, on débat de la route de contournement, on débat de la création d'une maison de la culture, oui mais c'est important la culture, oui mais ça va coûter cher, oui mais ça va être combien d'impôts en plus. Et le Landamman, le maire, n'est pas jugé sur son génie, il est jugé sur sa capacité à avoir exécuté la décision du corps législatif rassemblé. Et ça peut s'imaginer, c'est pas... Alors vous allez me dire, oui, c'est la Suisse, c'est la Suisse. Alors d'abord, en Suisse, ça ne s'est pas fait tout seul. Les votations cantonales sont apparues après les guerres d'indépendance contre les Autrichiens, justement comme signe d'indépendance politique, et il a fallu les construire pendant 2 ou 3 siècles pour arriver au XIXe siècle à l'idée de la votation nationale, comme s'il fallait un certain temps, plusieurs générations, pour prendre conscience de ce qu'impliquait la démocratie. Et ensuite, c'est extrêmement responsabilisant, puisque si vous vous êtes trompé, vous allez devoir le justifier devant votre voisin, votre patron, vos amis, votre famille. Et ce que j'ai trouvé, c'est que, on va dire, oui, mais les Français ne sont pas prêts, c'est notre culture, etc. Mais la responsabilité crée la rationalité. Donner des institutions suisses aux Français, en 10 ans, ils vont devenir plus raisonnables. Parce que tout d'un coup, ils vont voir immédiatement les conséquences de leurs propres décisions politiques.
Et c'est comme ça qu'on forge la rationalité. C'est par l'éducation, c'est pas par les manuels d'éducation civique, c'est par cette pratique. Alors j'en viens à mon dernier point, presque à l'heure, qui est la question écologique qui m'anime maintenant depuis plusieurs années, presque exclusivement, puisque au fond, une fois qu'on a pris conscience, je disais encore ce matin que le rapport de WWF montrait que 74% des espèces vertébrées sauvages avaient été réduites en nombre, c'est vraiment des chiffres qui sont colossaux. Et quand vous commencez, au-delà même de la question du dérèglement climatique, à vraiment prendre au sérieux la question de la 6e extinction de masse dans laquelle nous nous trouvons, et donc l'élimination de la vie autour de nous, moins 75% d'insectes, vous n'en avez plus sur vos pare-brises, moins 80% de vers de terre, moins 60% d'oiseaux sur les terres cultivées en conventionnel, enfin, c'est des chiffres absolument colossaux. On ne parle pas de 1 ou 2% ou d'ajustement, on parle d'une destruction massive de la vie autour de nous, qui évidemment va avoir des effets majeurs sur la manière dont nous vivons, nous. Bon, alors, quand vous commencez à prendre ça au sérieux, comme je l'ai fait donc dans mon roman Humus, maintenant pour le livre que je publie, Agrophilosophie, vous ne pouvez plus tellement, disons, vous prenez de la perspective sur les autres sujets politiques et vous dites que de toute façon, s'il n'y a plus de vie, à quoi bon discuter de la liberté? Mais ça tombe bien parce que le point de jonction véritablement entre l'écologie politique et la décentralisation, enfin, l'autonomie locale, ou disons le libéralisme, c'est précisément cette question de la délibération sur le terrain. C'est pas un hasard si Tocqueville était lui aussi un amoureux de la nature qui décrit magnifiquement les forêts primaires qu'il traverse dans le Michigan dans un tout petit texte qui s'appelle 15 jours dans le désert. Et toute la philosophie derrière ça, c'est qu'à partir du moment où vous êtes responsable politiquement de votre environnement, vous êtes naturellement incité, et à partir du moment aussi où vous mangez ce qu'il y a autour de vous, vous avez une forme de résilience alimentaire locale, mais vous êtes naturellement incité à en prendre soin. Aujourd'hui, vous vous en foutez que le champ d'à côté soit tout orange en octobre au moment du glyphosate, parce que de toute façon, vous allez acheter votre nourriture à la coop bio d'à côté. Si vous mangez ce qui est produit autour de vous, et si vous avez la possibilité politique d'agir, tout d'un coup, ça va devenir pour vous très important, vous allez commencer à vous renseigner. Et je pense que cette appropriation de la question écologique, c'est l'appropriation en fait du territoire, et qu'elle ne peut être efficace que si justement elle vient de ces mécanismes, disons, spontanés, et qu'elle ne pourra jamais passer exclusivement par la réglementation ou la fiscalité. Alors, de ce point de vue-là, les expériences que je ne vais pas avoir l'occasion de développer des communs, notamment sur la question de l'eau, sont très intéressantes et vous montrent bien d'ailleurs deux logiques aujourd'hui sur l'eau. Je sais qu'il y a toute une actualité sur la transfert de la compétence eau obligatoire ou non aux communautés de communes en 2026. Ce qui est très intéressant sur l'eau, c'est que vous avez une logique centralisatrice qui consiste à construire des tuyaux pour mutualiser la ressource, puisque là, on va vers une pénurie d'eau. Les rapports du GIEC normand, on est en Normandie, parlent de moins 45% des débits d'eau sur les étiages à la moitié du siècle. Donc face à ça, dont l'État a parfaitement conscience, on dit on met des tuyaux, on fusionne les syndicats, et comme ça on gère comme on gère l'électricité au fond. Sauf que l'eau est une ressource locale, que la logique des tuyaux et des pompes et des rehausseurs a une limite, et que vous avez une autre logique possible, qui est la logique hydrologique, la logique préférée des scientifiques aujourd'hui, qui est au contraire la gestion très locale de l'eau, en faisant par exemple de l'hydrologie régénérative, en s'assurant que sur un territoire, l'eau tombe sur une zone de captage qui est dépolluée, que donc la nappe est propre, que donc on n'a pas besoin d'une grande usine de traitement, qu'on a méandré les rivières de manière à retenir, à créer des réservoirs d'eau naturels, et qu'en fait on peut se satisfaire de l'eau qu'on a sur son territoire, et donc adapter ses comportements à la ressource locale, plutôt que de remettre ça sur le dos d'une puissance centrale qui doit vous assurer qu'il y a toujours de l'eau dans le robinet. Et c'est ce qu'on appelle parfois, et c'est assez à la mode, les biorégions, c'est-à-dire l'idée de découper le territoire en espaces biorégionaux qui ont une cohérence géographique, hydrologique et culturelle, et que c'est la bonne échelle qui va développer, le fait d'être à la bonne échelle qui va développer la conscience écologique, plutôt que l'inverse, par la proximité des rétroactions, par la connexion entre nos actes et leurs conséquences visibles. Alors comment passe-t-on, et ça sera ma conclusion, à ce beau projet politique biorégional autonomiste? J'en sais rien. C'est clairement pas au programme d'aucun de nos grandes forces politiques. En revanche, il est clair que l'État central est branlant. Je ne sais pas si la faillite est loin ou pas. L'idée de la faillite m'a toujours excité. J'avais écrit en 2013 un livre que j'ai proposé de rééditer qui s'appelait « La nuit de la faillite », le jour où techniquement la France fait défaut.
Mais il n'est pas impossible que ce soit justement, peut-être pas sur les ruines, n'exagérons rien, mais enfin, disons, dans la tourmente de l'État central et de son incurie budgétaire et normative, qu'émergent assez naturellement, au fond, pour se réapproprier nos moyens de décision, des ensembles à la bonne échelle, des ensembles biorégionaux qui donc nous permettent à la fois de vivre dans une démocratie vivante et de prendre soin de notre environnement. Je vous remercie. Merci infiniment pour cet échange. Je vous propose de vous installer puisque nous allons poursuivre nos échanges avec nos prochains invités que je vous présente immédiatement. Ils vont rejoindre la scène sous vos applaudissements. Tout d'abord, Grégory Berkowitz, avocat, docteur en droit public, président du groupe GB2A, essayiste et ancien élu local. Vous êtes également, Grégory, auteur de l'ouvrage Pour une France fédérale. Bienvenue à nos côtés. J'appelle également Hélène Guillet, présidente du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Hélène, vous êtes également directrice générale du Centre de gestion de Loire-Atlantique. Bienvenue à vous. On poursuit avec Christophe Géretti, président du comité d'orientation des finances locales pour la Banque Postale, ancien maire de Nèves et ancien député de Corrèze. Et enfin, Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de la Fédération des élus des entreprises locales. Soyez les bienvenus à tous et nous allons poursuivre ensemble les échanges très inspirants, passionnants que Gaspard Koenig a pu introduire. Grégory Berkowitz, j'ai envie de vous passer le micro tout d'abord puisque vous avez écrit, je l'ai indiqué, un ouvrage qui s'appelle « Pour une France fédérale ». Et dans cet ouvrage, on comprend que vous avez vous proposez un modèle qui a des points communs avec ce que nous disait à l'instant Gaspard Koenig. Donc j'aimerais que vous puissiez détailler un peu plus ce modèle, notamment quels en seraient les grands principes. Alors, effectivement, merci de me donner la parole. Et merci de cette invitation ici. Oui, alors effectivement, Gaspard Koenig vient de tenir un discours que je trouve parfaitement en ligne avec ce que je propose dans cet ouvrage. Et ça m'a fait évidemment très plaisir d'entendre ce discours, et notamment sur le principe de subsidiarité. Je vais même aller plus loin. Pour moi, le principe de subsidiarité, si on le prend au sens où on devrait le prendre du point de vue du juriste que je suis, il ne peut être qu'ascendant, en théorie. Le principe de subsidiarité descendant, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, n'a pas de sens, puisque, par définition, quand vous êtes au-dessus, vous avez toujours le droit de déléguer des compétences. C'est le principe de subsidiarité ascendant qui est un moteur, du point de vue institutionnel, qui permet effectivement de considérer que, par définition et par principe, tout doit être au plus près, au plus local, donc la commune, là aussi on se rejoint. Et puis, après, en fonction des nécessités, on fait remonter la compétence pour pouvoir l'exercer correctement. Et ce principe de subsidiarité, et c'est vraiment une toute petite nuance, je ne pense pas d'ailleurs qu'il induise de la complexité. Il induit de la complexité si on conserve les doublons, ce qui est quand même une spécialité française, le doublon administratif. Or, je pense que si... comme c'est le cas dans certains États fédéraux. Alors, fédéraux ou quasi-fédéraux, la Constitution italienne est très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'elle précise ce qui peut ou pas être exercé de manière très exacte. Et de ce point de vue-là, on évite les doublons. Si on évite les doublons et que ce qu'on fait remonter, on ne peut plus l'exercer, et qu'inversement, ce qui est exercé en dessous ne peut pas être exercé au-dessus, on n'a pas de difficulté. Alors par contre, il faut apprendre à faire quelque chose, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à coopérer. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que la contrepartie de la subsidiarité, c'est la coopération. Sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas parce que, par définition, les compétences, elles ne correspondent pas nécessairement à la réalité, à la vraie vie. Donc, il y a plein de choses transversales. Et quand on est dans le transversal, il faut être capable de coopérer. Puis le deuxième principe, qui va avec la subsidiarité, si on veut l'appliquer correctement, c'est ce que, là encore, les Italiens appellent le fédéralisme fiscal. C'est l'autonomie. J'aime bien aussi ce terme d'autonomie. Aujourd'hui, je pense qu'il est d'ailleurs meilleur à utiliser que le terme fédéralisme, qui n'est pas applicable à la France en tant que telle. Moi, je parle de provincialisation. Mais
le principe de cette autonomie, elle doit être budgétaire et fiscale. Je vais vous donner un petit exemple, je ne sais pas si ça parlera à certains ici. Il semblerait qu'il y a quelques jours, on ait organisé une petite ponction de 5 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Certains ont réagi un peu vivement, en se disant l'État me pique 5 milliards d'euros. Je crois d'ailleurs, Monsieur le Président, que vous avez réagi sur ce point. Non, pas du tout. Pas du tout, on ne vous pique rien. Ce n'est pas à vous, c'est de l'argent de poche. Vous n'êtes pas des adultes, hein, les collectivités territoriales. Dans un État unitaire centralisé, vous êtes des mineurs. Donc on vous a mis un argent de poche de 50 € à disposition et puis votre papa les reprend parce que c'est son argent. C'est très exactement le raisonnement qu'il faut tenir quand on lit la Constitution. Hein. Donc il n'y a pas de ponction, tout va bien, rassurez-vous. Bon, il y aura 5 milliards en moins. Bon, ça, c'est un peu embêtant, effectivement, peut-être pour l'investissement, sachant que, accessoirement, 75% de l'investissement public, c'est de l'investissement local. Donc pour notre pays, c'est peut-être un peu inquiétant. Mais c'est parfaitement logique du point de vue budgétaire, et si vous étiez locataire à Bercy, vous trouverez ça parfaitement normal. Et pour moi, donc, le principe même d'autonomie, il commence par l'autonomie fiscale et budgétaire, parce que si tel était le cas, pour le coup, en Espagne, par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Si l'État n'a plus d'argent, il ne peut pas le dire « Tiens, je vais prendre 5 milliards dans la poche des territoires », ça ne marche pas du tout. Et alors, pardon, mais très concrètement, en quoi est-ce que cette subsidiarité dont vous venez de parler, cette autonomie fiscale et budgétaire des territoires, comment est-ce qu'elle bénéficie aux territoires de façon très concrète ? D'abord, elle bénéficie aux territoires sur un principe qui est la démocratie. Ça aussi, tout simplement déjà. Et je pense que les Françaises et les Français accepteraient beaucoup mieux les décisions politiques qu'on leur impose si elles étaient ressenties comme démocratiques, et elles sont de toute façon beaucoup plus ressenties comme démocratiques si elles ont lieu en proximité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'élu le plus proche est celui qui est considéré comme étant le plus légitime. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est massivement les Français depuis 50 ans. Deuxième élément, je pense, là c'est un pari, qu'il y aurait une bien meilleure efficacité de la dépense publique. Alors ça passerait probablement par une dose de désadministration, et c'est là où je disais il ne faut pas de doublons. Mais à partir de ce moment-là, je fais le pari, et j'aimerais que vous le fassiez avec moi, qu'il y aura une simplification, une efficacité accrue des dépenses publiques. Et si on fait ça, on bénéficie au territoire, parce que je vous rappelle que la vraie limite aujourd'hui au développement de notre pays, ça va être la dette, le déficit, l'incapacité qu'on va avoir à la rembourser. Et puis, accessoirement, elle est de plus en plus chère. Je vous rappelle qu'on emprunte aujourd'hui plus cher que l'Espagne, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc voilà. Et puis, une dernière chose à laquelle je crois beaucoup, c'est le droit à la différenciation dans l'organisation des territoires. Je pense que ce qui est vrai en termes d'organisation en Île-de-France ne l'est pas en Corse ou en Normandie. Et qu'il y a des endroits où on doit pouvoir s'organiser différemment, que là où le département est indispensable, central, et où il doit exercer des compétences importantes, ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Là où la commune est la réponse, peut-être que l'intercommunalité ailleurs sera une bien meilleure solution, et que cette organisation territoriale qu'on imagine en France comme étant par définition unitaire, sauf dans les départements et territoires d'outre-mer. Dans les territoires d'outre-mer, c'est plus du tout la même organisation et tout le monde s'en fout. Et ça marche beaucoup mieux que si on voulait imposer une organisation qui serait celle de la métropole, qui n'aurait aucun sens. Donc, je pense qu'il faut avoir ce droit-là et que tout ça participerait d'une meilleure reconnaissance de l'action publique et donc d'une meilleure efficacité. Et alors, quelles seraient les conditions nécessaires pour que ce modèle puisse être mis en œuvre, selon vous ? Alors, la faillite, ça y est, on y est. Mon voisin de droite me dit la faillite. Non, ça, c'est bon. La condition est remplie. Je pense qu'il faudrait être un peu aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Non, je pense qu'il y a plusieurs conditions. La confiance. Oui, dans les territoires. Et il y a deux confiances à mettre en œuvre. La première, c'est la confiance de l'État dans les collectivités, dans les élus locaux, dans les territoires. Ce n'est pas du tout le cas, c'est historique. Ça date de la Révolution, ça date de Napoléon. Mais il faut rétablir la confiance. Et aujourd'hui, très clairement, là encore, un haut fonctionnaire de Bercy il considère que ce qui est fait, c'est pour votre bien, les enfants. Voilà. Donc, il n'y a pas cette confiance entre l'État et les territoires. La deuxième chose, il faut que les territoires aient confiance en eux. J'ai posé une question lors du Congrès des régions de France. À la fin de mon intervention, je leur ai demandé « Est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant qu'élus et en tant que hauts fonctionnaires territoriaux, à prendre la compétence ?»
Et ça veut dire ne plus pouvoir reprocher à l'État tout ce qui ne marche pas. Ah oui. Et alors ? On ne pourra pas le faire. Alors ils m'ont répondu oui, mais ils sont polis. C'est des présidents de région, c'est des gens civilisés, ils n'allaient pas me répondre non. La question, elle est profonde. Est-ce que les élus, est-ce que les territoires sont prêts à se prendre en main et à prendre cette responsabilité ? Pour certains, c'est évident. Et la fiscalité et le budget. Hein. Et donc la responsabilité directe. On ne pourra pas dire la sécurité n'est pas assurée dans la rue, madame, c'est l'État. Ah non, ce sera vous. Alors il restera du régalien au niveau de l'État, hein, qu'on soit sérieux. Mais il y a beaucoup de choses qui, à un moment donné, devront être assumées. C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, évidemment. Il faut aussi qu'il y ait une volonté citoyenne. Celle-là, je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça à trouver. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, la coopération et quelque chose que j'ai découvert à la suite de mon premier ouvrage. Voilà, c'est un teasing, j'en prépare un second qui va apparaître en janvier. J'avais une vraie illusion. Je croyais qu'on pouvait tout faire d'un coup. C'est un truc de juriste. Ça, on aime bien, on écrit une constitution et ça marche bien. Non, il va falloir un processus progressif. Les territoires ne pourront pas faire tout, tous, en même temps. Donc je crois beaucoup à une progressivité dans la mise en œuvre de ce mouvement. Alors je voudrais justement passer la parole à Christophe Géretti. Selon vous, quelles sont les limites de la subsidiarité, qu'elle soit ascendante ou descendante, dont on a parlé ensemble ? Effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Déjà, j'ai noté pas mal d'éléments, que ce soit des deux intervenants précédents. Le premier élément dans les limites, c'est déjà notre organisation. C'est-à-dire qu'on parle décentralisation, mais vous avez oublié la déconcentration. Donc ces deux niveaux d'intervention empêchent l'évolution de la subsidiarité. C'est la première limite. C'est-à-dire que notre pays est organisé sur deux niveaux. Le niveau de la déconcentration de l'État et le niveau de la décentralisation. Et c'est le premier effet limitant de la subsidiarité, qu'elle soit ascendante ou descendante. C'est-à-dire que l'intervention est déjà multiple, parce que les services d'État ont leur effet local, et la décentralisation a fait que les collectivités, on va résumer collectivités pour les grandes strates, le fait qu'elles sont aussi intervenantes. Donc vous avez une double intervention que vous avez que dans notre pays, en fait. Et cet élément-là va limiter la logique de la subsidiarité. Le deuxième élément, et ça a été un petit peu évoqué par Grégory, c'est aujourd'hui la capacité d'intervention de nos collectivités de proximité, je peux mettre le département, je vois Léonce dedans, à intervenir dans l'état actuel de notre organisation et de nos finances. Aujourd'hui, la subsidiarité qui existe est difficilement prenable par ces collectivités-là. On le sent bien. Et de plus en plus. Donc il y aura un effet financier qui ne sera pas acceptable pour pouvoir agir en subsidiarité de notre niveau de strate. Si on la fait descendre ou ascendante, c'est le même problème. Et inversement, on ne pourra ni faire remonter ni faire descendre une compétence pour les raisons qu'on a aujourd'hui qui sont structurelles. Et le troisième élément qui est assez important, et ça a été un peu évoqué, c'est la proportionnalité de la subsidiarité. C'est quand même très important. D'ailleurs, l'Union européenne, il y a la subsidiarité dans les textes et il y a la proportionnalité. Et ça, c'est quelque chose de difficile à définir. Et malheureusement, si elle est définie, elle sera définie par l'Assemblée nationale et bien évidemment une bonne partie des services de l'État. Et c'est cet élément-là, en fait, que cette proportionnalité, il faudrait qu'elle soit effective à partir de la base. Et c'est ça la difficulté qu'on a dans notre organisation que vous avez évoquée en faisant beaucoup de géographie physique et de géographie humaine. C'est qu'aujourd'hui, on ne s'est pas appuyé sur cette géographie physique, cette géographie humaine, à part sur les agences de l'eau. On s'est appuyé uniquement sur la géographie administrative qui a été créée à l'époque. Et c'est les trois grosses limites. Après, juste pour finir, le quatrième élément, c'est, on l'a évoqué, c'est l'histoire de l'autonomie locale. Oui. Et la subsidiarité ne peut se faire qu'à partir du moment où vous avez l'autonomie locale. Et aujourd'hui, dans la définition de tous nos textes, on a des juristes à côté, et de tout ce qu'on a pu voir au Parlement de moins de 30 ans, on n'a plus cette autonomie locale. Puisque par définition, toutes les collectivités dépendent, alors c'est dans la Constitution, dépendent des décisions de l'État et des décisions du pouvoir centralisateur. Philippe Laurent, sur le sujet de l'autonomie fiscale et budgétaire, j'ai envie de vous entendre. C'est quoi votre vision ? Oui, moi d'abord, chers amis, je propose qu'on nomme membre d'honneur de la Fédération des élus des EPL nos amis Gaspard et Grégory. Par acclamation. À main levée, comme à Gloris. Bon, écoutez, moi je bois, et puis je ne suis pas le seul d'ailleurs, un peu du petit lait en entendant ce qui vient d'être dit par nos trois amis.
En fait, Grégory, je crois, l'a dit très clairement après Gaspard. En réalité, il ne peut pas y avoir de démocratie sans responsabilité et il ne peut pas y avoir de pouvoir d'agir sans justement cette responsabilité. Il ne peut pas y avoir de responsabilité locale sans responsabilité fiscale. Et c'est d'ailleurs même une condition de la démocratie. Enfin, tout ça, on le sait depuis longtemps. Bon. Et les seuls à ne pas le savoir, eh bien, c'est un carteron de très hauts fonctionnaires, enfin, ils sont un peu plus que 4, de très hauts fonctionnaires qui, culturellement, ont été formés pour ça. Et je dirais, c'est pire aujourd'hui qu'il y a 40 ans, au moment des lois de fer, Mauroy de fer. Et moi, j'étais convaincu, puisque j'ai vécu à la mise en place de la loi de 82 et toutes les lois qui ont suivi, j'étais convaincu que tout ceci était rentré dans la culture du pays, dans la culture nationale, tout ce qui s'est passé, et même que cette confiance, qui est un mot très important, cette confiance, elle était d'ores et déjà, pas acquise, mais enfin en bonne voie. Et j'ai été très à la fois surpris, triste aussi, de constater à partir du milieu des années 2000 que ce n'était pas le cas. Et que des hauts fonctionnaires, formés même après cette révolution quand même, qu'ont été les lois Mauroy de fer, eh bien, avaient et étaient toujours formés dans la culture d'avant. C'est très étonnant. Et la responsabilité de cette situation, ce n'est pas tellement ces hauts fonctionnaires, mais ce sont tous les politiques, tous les décideurs qui se sont succédés au fil de ces 40 années. Et ce sont aussi, mes chers amis, nous-mêmes, élus locaux. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On ne s'est pas organisé suffisamment pour peser et constituer un véritable contre-pouvoir, non pas pour lutter contre l'administration centrale, mais pour lui imposer d'être des partenaires et d'agir en partenariat. Moi, je ne suis pas de ceux qui opposent l'État et les collectivités locales. D'abord parce que je pense que nous, élus locaux, et nous, agents publics territoriaux, nous sommes aussi l'État. Nous sommes cet État qui, finalement, dans notre pays, historiquement, ont créé pratiquement la nation, enfin, ont été à l'origine du sentiment national, avec une culture qui fait que les fonctions collectives de la société en France sont assurées, en effet, par l'État au sens large, par les pouvoirs publics. Ça a été d'ailleurs confirmé et amplifié à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et c'est un modèle sur lequel eh bien, nous continuons à vivre et je crois que les Français continuent à y croire. Après, il y a la question de l'efficacité. Ça, c'est la bonne question. Et la question de l'efficacité, eh bien, tout montre, et nous en particulier ici, les entreprises publiques locales, montrent que l'efficacité, elle est évidemment du côté des territoires. Elle est aujourd'hui du côté des territoires, beaucoup plus que du côté d'une administration centrale qui, en effet, comme Gaspard l'a dit, est en voie de faillite. Malheureusement, ne nous en réjouissons pas, mais malheureusement, c'est une situation de fait. Donc voilà, donc l'autonomie fiscale, budgétaire bien sûr, mais d'abord l'autonomie fiscale, qu'il ne faut pas confondre avec l'autonomie financière. Hein. L'autonomie fiscale est une condition absolument nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai noté, je ne sais pas si je l'ai dit hier, mais j'ai noté avec intérêt que lors de la réunion du comité des finances locales de mardi matin, lorsque a été annoncé par Catherine Vautrin et Laurent Saint-Martin, donc la situation et les propositions, les décisions ou les quasi-décisions qui seraient prises justement par l'administration centrale sur ce prélèvement de 5 milliards. Et quand on analyse bien, c'est plus que ça. Hein. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Eh bien, j'ai noté que Catherine Vautrin, qui connaît les choses, a reconnu que la suppression de la taxe d'habitation, ça je l'ai dit hier, était une grave erreur, avait été une grave erreur, et elle a dit qu'il faudra sans doute réfléchir à la reconstitution d'un impôt local. Donc alors, ça veut bien dire que la faillite est certes là, mais que ces causes en sont en tout cas en partie identifiées, y compris au plus haut niveau. Maintenant, on attend.
Toujours sur le sujet du financement, parce que j'ai bien sûr d'autres questions pour vous. J'ai envie que vous preniez votre casquette de président du comité d'orientation des finances locales à la Banque Postale. Comment est-ce que, pour vous, on pourrait optimiser l'allocation des financements? Assez rapidement, parce que je vois que le temps tourne. En fait, l'optimisation, elle se fait par thématique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit bien, a été évoqué le cas de l'environnement, a été évoqué le cas des mobilités. On est au congrès des EPL, donc on sait que la thématique est prise en charge par une institut, une SEM, une SPL, et c'est cet élément-là qui est en train de changer, c'est cet élément-là qui va permettre peut-être de sortir de l'ornière en matière d'investissement. Et donc aujourd'hui, nous, on analyse cette façon de travailler différemment, c'est qu'aujourd'hui, tout le financement se voit par le projet. Et pour expliquer cela, nous, on va chercher de l'argent, on a une salle des marchés. Oui. On a aussi dans notre portefeuille beaucoup de membres de les mutualités, du CAC 40, des gens qui ont de l'argent. Et ces gens-là, aujourd'hui, nous réclament à trouver des projets locaux, notamment, pour aller les financer, et nous faisons l'intermédiaire. Et ça, c'est un nouveau modèle. C'est-à-dire qu'on ne va plus financer le global, mais on va financer, par exemple, une ligne de TGV. Là, par contre, vous allez avoir des financeurs. C'est-à-dire que derrière, la levée d'argent, elle est très spécifique. Vous avez un sujet de l'eau, qui aujourd'hui est très important. On peut arriver aussi à aller chercher des financeurs. Et ils ne vont pas aller regarder que la rentabilité. On en parle aussi, il y a aussi la façon sociale de voir les choses. Et ça, c'est un vrai changement. Et donc, c'est une façon d'optimiser, c'est-à-dire qu'on va regarder le projet, et en général, maintenant, c'est des gros projets, quoi qu'il se passe, et ils vont regarder l'aspect local. Et on a de plus en plus d'investisseurs qui vont partir sur les collectivités, qui vont partir sur des sociétés peut-être créées ad hoc, justement, pour faire des gros investissements que les collectivités ne pourront plus faire. Et ça, c'est un premier changement. Le deuxième changement, c'est, comment dirais-je, la nouveauté un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une mécanique d'ingénierie financière, très clairement. Aujourd'hui, quand on fait un projet, vous n'allez pas aller chercher votre banque ou votre investisseur juste pour dire, ben voilà, il me faudrait tant à tel taux. On est obligé d'aller plus loin. On est dans la construction quasiment du plan de financement, ce qui, depuis une quinzaine d'années, a beaucoup changé. Et ça, c'est des éléments nouveaux qui, aujourd'hui, sont bien connus dans le cadre des EPL, parce qu'il y a déjà des spécialistes là-dessus, mais qui vont se développer de plus en plus dans les collectivités, au vu des annonces gouvernementales, mais qui sont déjà existants depuis quelques années, puisqu'on connaît la problématique des départements. On savait que les régions ont un schéma aujourd'hui de financement qui ne peut pas correspondre aux investissements qu'on leur demande. Oui. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il va falloir travailler individuellement sur chaque projet et sur chaque investissement. Et ça, c'est un vrai changement. Bien noté. Je voudrais vous passer la parole, Hélène Guillet. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, sur lequel on n'a pas encore rebondi, c'est celui des doublons administratifs ou encore des procédures décisionnelles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet ? Je ne vais pas me démarquer de l'ensemble des propos, parce que la question du doublon administratif ou des processus décisionnels renvoie éminemment à tout ce qui a été exprimé autour de ce sujet décentralisation, déconcentration. Moi, je voudrais quand même insister sur 2 points. Le premier, c'est évidemment la question de la singularité des territoires, ce qui a été dit, et je ne reviens pas sur tous les propos précédents, avec également une très grande disparité, parce que les exemples qui ont été cités, ou ce qu'on a à l'esprit, notamment nous, qui sommes quand même d'un secteur plutôt formé, sensible à ces questions-là, qui avons les mêmes codes et qui, pour la plupart, évoluent aussi dans des bassins de vie ou économiques assez dynamiques, comme les métropoles. Il y a aussi, en termes de singularité et de disparité, des grands écarts. J'étais en fin de semaine dernière avec les collègues qui sont en Guyane française. Je ne suis pas certaine que l'organisation territoriale, et vous l'avez très bien dit, puisse être tout à fait similaire. Et aussi, cette question de bassin de vie et de logique, elle doit prendre en compte quand même, de mon point de vue, un élément très important autour de l'unité et autour du type de service qui est donné jusqu'au dernier kilomètre. Il y a une étude intéressante qui a été conduite l'année dernière à laquelle le SNDGCT a participé sur le service public jusqu'au dernier kilomètre, avec tout ce que ça implique en termes de participation. Et je réentendais la semaine dernière la valorisation des maisons France Service. Oui, c'est vrai, et en même temps, le besoin crée la demande crée le besoin. Et clairement, quand on supprime du service public, on ramène vers des maisons France Service. Et donc, on supprime aussi une partie de cette subsidiarité et de cette présence.
Tout ça pour dire qu'en effet, la question de ces doublons, elle existe. Il y a des éléments aussi qui sont quand même joyeux dans ce paysage un peu morose. C'est que depuis 40 ans, la décentralisation a aussi permis de renforcer des réponses locales à des besoins, locaux, a permis aussi la création d'un certain nombre d'actions publiques, de services publics, de ce que moi j'appelle l'action du quotidien, avec des équipes de terrain, parce que derrière le service public et derrière des aspects globaux, il y a des élus au quotidien, il y a des agents au quotidien, des gens qui sont en proximité directe, qui font des accompagnements individuels sur des éléments aussi économiques qui jouent un rôle très très important. Et puis il y a toutes les limites qu'on a évoquées, avec pour moi le point crucial. Et en effet, il ne s'agit pas du tout d'opposer ni l'État, ni les collectivités locales, ni les territoires, ni l'État. C'est une complémentarité nécessaire, mais avec une limite à poser. Et il faut aussi que l'État accepte de lâcher un certain nombre de choses. Il faut que l'État aussi ne s'occupe plus d'un certain nombre de points qu'il a décidé, en tout cas a priori décidé, non pas déléguer, mais il faudrait pouvoir organiser la participation. Et puis le Covid l'a très bien montré dans ce domaine-là. C'est une illustration absolument formidable des doublons. Toutes les structures, on a tous les outils. On a de multiples comités, de multiples agences, de multiples organisations qui existent. Et au moment du Covid, on a tout recréé. Oui. Voilà, en comité d'urgence, en comité d'experts, en organisation qui venaient se superposer les unes aux autres. Alors, je vous ai vu prendre beaucoup de notes sur cette intervention, Gaspard Koenig. J'ai envie de vous faire réagir. Est-ce que vous souhaitez nous livrer votre vision des choses ? Oui, enfin, ici ou là. Donc, par exemple, ce rapport sur le service public au dernier kilomètre, c'est un rapport du Conseil d'État, non ? C'est ça J'ai trouvé le titre vraiment fascinant, le dernier kilomètre. En fait, c'est le premier kilomètre. Oui. Donc, déjà, on partirait sur des bonnes bases si on disait le service public à partir du premier kilomètre. Voilà. Mais ça implique aussi de construire des services publics très différenciés. Alors, ça peut, si on est soucieux, évidemment, ça enfreint le principe d'égalité, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est bien souvent au nom du principe d'égalité, y compris d'un point de vue constitutionnel, qu'un certain nombre de réformes ne vont pas jusqu'au bout. Mais il faut accepter d'abord sur le plan théorique cette différenciation entre, effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup d'eau, il y a des gens qui ont moins d'eau, il y a des gens qui vont peut-être avoir des niveaux de fiscalité différents en fonction de la région dans laquelle ils vivent. Alors en Suisse, ils vont très loin, puisque par exemple, il y a des zones de montagne qui ont décidé de mettre l'impôt sur le revenu à zéro, qui ont attiré du coup des espèces de milliardaires anglais qui sont venus rouler en Porsche. Bon, je ne sais pas si je suis pour, mais enfin, en tout cas, c'est un modèle de développement comme un autre qu'ils ont choisi, qu'ils ont expérimenté, d'autres ont regardé, on dit ah ben non, nous on fait pas ça, c'est pas génial. Voilà, et c'est des choses qui se font par ordre spontané, par imitation, ou au contraire par ce que les anthropologues appellent schismogenèse. Il y en a un qui fait quelque chose, moi je fais l'inverse. Mais en tout cas, ça permet une multiplicité de modèles. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne peut pas y avoir par exemple un État qui, au nom de l'égalité, redistribue un peu, fait de la péréquation. Mais péréquation sur des grosses sommes en disant, bon, effectivement, il y a une inégalité de revenus, disons, entre deux régions, ben, on va leur demander de s'ajuster un peu, mais ensuite, vous en faites ce que vous voulez. C'est un peu le principe pour lequel je plaide sur le plan individuel, et puis je vois que Grégory, d'ailleurs, est d'accord, on est vraiment d'accord sur tout, c'est énervant, qui est le revenu universel, sur lequel j'avais beaucoup travaillé dans mon think tank. Et puis, j'aimerais juste finir par quelque chose de plus léger, pour illustrer les vertus du référendum local. On s'est beaucoup moqué du référendum sur les trottinettes à Paris. Et en fait, c'était absolument génial, le référendum sur les trottinettes, parce que c'était effectivement un énorme débat de société, la trottinette. Je me rappelle, j'avais écrit une fois, j'ai une chronique aux Échos, j'avait écrit un article sur les trottinettes en me disant, bon, cette fois, j'aborde un sujet léger, on se détend un peu, il y aura moins de réactions et tout ça. C'était l'horreur, en fait. Les gens étaient passionnés sur la question des trottinettes, faut-il les interdire, est-ce légitime, ça pollue l'espace public, enfin bref. Et ça aurait pu durer, en fait, des années, ces questions de trottinettes. On a fait un référendum, 85% contre. Les trottinettes ont été retirées. Depuis, il n'y a pas eu une once de protestation. C'est parfaitement accepté. Et on va dire, ah oui, mais tout le monde n'a pas été voté. Effectivement, les taux de participation sont très faibles. Donc ceux qui ont été votés, c'est, je caricature, les vieux, quand on a marre des trottinettes et tout. Bah oui, les jeunes ont abandonné leur droit de vote. Et donc, légitimement, ont perdu l'élection. De même qu'à Glaris, vous avez 10 000
habitants qui viennent délibérer sur 30 000, les 20 000 autres ont choisi de déléguer leur vote à leurs voisins, leurs amis, leur famille. D'ailleurs, ça tourne suivant les sujets. On voit qu'en fait, c'est toujours 10 000, mais ce n'est pas toujours les mêmes qui participent. Donc, cette question de la participation, en fait, mesure l'intensité de la préoccupation pour vous-même. Et donc, si les jeunes n'ont pas voté, c'est que la préoccupation pour eux et le désir de garder les trottinettes étaient moins importants que celle de leurs aînés qui eux, craignaient vraiment d'oser plus sortir de chez eux. Bon. Voilà. Et donc, en fait, c'était, malgré toutes les moqueries qu'on a pu avoir autour de ce référendum, c'était un très bon exercice. Mais en fait, c'est des choses qu'on devrait avoir quasiment tous les 15 jours, des référendums comme ça sur ce genre de sujet. Ça catharsise le débat politique. Ça permet de s'occuper d'autre chose que des manigances gouvernementales et du jeu de petits chevaux et tout ça. Et donc, ça décompresse la démocratie parce qu'on a l'impression de pouvoir en être acteur régulièrement. Merci. Alors, le temps file très très vite. J'ai une question pour vous, et ce sera peut-être la dernière de cette table ronde, Hélène. Donc, le SN-DGCT a contribué au rapport Woerth et Ravignon. Ces rapports ont été remis assez récemment. C'était au printemps au président de la République. Est-ce qu'on peut revenir sur cette actualité et peut-être nous donner quelques exemples de propositions qui ont été faites en lien avec notre sujet? On n'a rien inventé. Je vais revenir sur les éléments clés. Dans les propositions et les points sur lesquels nous appuyons, il y a la question de l'autonomie financière et fiscale. Voilà. Stop à l'épée de Damoclès, hein. Ça a été dit par notre voix tout à l'heure, d'argent de poche, mais c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des élus locaux et des collectivités locales. Trop de dépenses, pas assez de dépenses, et les contrats de Cahors en sont une très belle illustration, avec des entrées qui sont des entrées strictement techniques vues d'en haut et avec des rationalisations qui ne tiennent pas nécessairement compte des réalités. Le sujet de la confiance aux collectivités locales et à leurs groupements, laisser agir, hein, avec des principes de base du pilotage stratégique qu'on connaît à l'intérieur de nos organisations. Voilà, c'est-à-dire on remet aussi un cadre et on laisse agir dans le cadre et on discute, on parle et voilà, on n'est pas là avec une règle pour taper sur les doigts des mauvais élèves ou distribuer des récompenses. Travailler les attributions de blocs de compétences avec des vraies responsabilités locales et redéfinir un certain nombre de notions qui sont utilisées depuis 40 ans. Le chef de fila, les autorités organisatrices, les autorités organisateurs et je ne sais quoi. Donc, faire en sorte que les collectivités locales, mais ça c'est la question de l'autonomie, puissent disposer de ressources. Voilà, et avoir la capacité de pouvoir utiliser ces ressources comme elles considèrent que les besoins, en fonction des besoins du territoire. Donc ça renvoie aussi à cette notion d'écoute, de coopération. Idem sur les transferts de compétences, hein, on transfère, mais on transfère tout. On ne transfère pas que la compétence, les charges, et puis on reprend des petits bouts derrière avec de la norme et du règlement qui vient contrebalancer ces transferts de compétences. Lever les incertitudes financières aussi, hein, je l'ai dit, avec des engagements, quand il y a des engagements de soutien, de coopération de l'État, notamment sur le domaine financier, avec des engagements pluriannuels, ils doivent être tenus dans le temps. J'ai encore un collègue qui me racontait la semaine dernière que voilà, un engagement pluriannuel de l'État sur un investissement énorme dans un territoire, et puis il n'y a plus de sous, donc on stoppe l'investissement, on stoppe l'engagement. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas très bien parce que toutes les commandes sont parties, parce que les engagements sont pris auprès des citoyens, parce que voilà. Et puis l'État ne va pas au bout de sa contractualisation. Mais encore une fois, avec beaucoup de nuances, hein. Moi, je rejoins beaucoup Philippe Laurent quand il évoque le fait de ne pas être contre, mais d'agir avec. Et puis, je le disais, en finir avec les contractualisations subies. Et nous, on le dit dans les propositions que l'on fait, et c'est pas du tout de la flagornerie, s'appuyer sur les élus locaux, leur donner le moyen d'agir et de rester en action aussi et surtout. Voilà, hein. Et puis évidemment les directions générales avec. Allez, une dernière question, parce que j'en ai le temps pour vous, Grégory Berkowitz, parce que je sais que vous croyez beaucoup aux vertus de l'économie mixte, notamment pour libérer l'initiative locale et accroître l'efficacité des politiques publiques.
En 1 minute, pourquoi est-ce que vous y croyez fermement ? Mais j'y crois d'abord parce que ça participe de la même logique, c'est-à-dire que l'économie mixte, elle est ancrée localement. D'abord. Ensuite, l'économie mixte, elle est fondée sur des partenariats publics-privés, parfois des partenariats publics-publics, mais avec quand même une logique économique sous-jacente, puisque ça reste des entreprises privées, avec une logique commerciale, et elle participe du service public. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on crée cette espèce de synthèse au fond, et cette synthèse, elle fonctionne parce qu'elle est ancrée localement. Et je ne le dis pas par hasard, c'est qu'elle fonctionne mieux que quand elle est mise en œuvre au plan national. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que les dysfonctionnements qu'on peut observer au plan national lorsqu'on met en œuvre ces principes de partenariat public-privé notamment, eh bien on voit que localement ça fonctionne très bien. Donc ça veut dire que l'ancrage local est fondamental. Après, et juste pour conclure là-dessus, il y a un problème de dimensionnement. Vous parliez tout à l'heure des moyens. Il ne faut pas faire de la fiscalité en plus. Dans ce pays, c'est impossible. Il faut faire des vrais transferts. Il faut transférer les responsabilités et transférer la fiscalité. Il n'y a pas de choix. Alors effectivement, l'État va devoir maigrir. Mais si l'État ne fait plus certaines choses, ça doit être possible normalement. Sinon, c'est qu'il y a un problème qui est beaucoup plus consubstantiel. Et juste pour observer, je regardais, et je vais encore rejoindre Gaspard Koenig, décidément, c'est effectivement très agaçant. Alors sur le revenu universel, il y a une explication, je l'ai copiée. Mais je l'ai fait expressément, hein, qu'on soit clair. Elle est très rapidement. Non, il faut qu'il vérifie, mais je l'ai fait. Mais on va être d'accord sur un point. J'ai regardé un petit peu, parce que je voulais voir un peu comment ça fonctionnait, les EPL ailleurs. Alors j'ai regardé une petite Stadtwerke, la SWM. Bon, il y a 10 000 salariés et 9 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Je ne sais pas si vous voyez la différence de dimensionnement avec la plus grosse de nos EPL. Hein. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup avec 10 000 salariés et 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Monsieur le Président, vous me direz. C'est-à-dire que la différence de nature entre le fédéralisme et la décentralisation ou déconcentration, puisqu'en France, effectivement, il y a ces deux notions, ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature qui induit un dimensionnement qui n'a rien à voir. Et comme ce dimensionnement n'a rien à voir, l'efficacité n'a rien à voir non plus. Et on va nous répondre, c'est pour ça que je rejoins Gaspard sur ce point, on va nous répondre, oui, mais il y a une différence culturelle. Mais ça, c'est le moyen le plus sûr pour ne rien réformer. Mais à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les hygiénistes ont commencé à travailler en France, on a dit, oui, mais en France, ça ne marchera pas, votre truc, il y a une différence culturelle. Les Français, l'hygiène, ce n'est pas leur truc. Bon, on s'y est mis quand même. Finalement, pas si mal. Alors, donc on doit pouvoir aussi se mettre à l'autonomie des territoires comme on s'est mis à l'hygiène. Ben, je propose que ce soit la pré-conclusion de cette plénière, en tout cas celle de cette table ronde. Merci, merci infiniment. Je vais vous laisser rejoindre le public. Philippe Laurent, je vais vous inviter à rejoindre le pupitre pour quelques mots de conclusion, à la fois sur ce que vous retenez de cette table ronde et sur votre vision. Vous pouvez les applaudir, bien entendu. Merci infiniment. Je vous en prie. Bien, écoutez, chers amis, merci d'abord à nos intervenants. Je crois qu'ils vont dans un sens qu'il nous complaît d'entendre. Et je simplement, peut-être juste pour dire quelques mots sur cette question de la décentralisation, entre guillemets, ou de l'autonomie locale, vous dire que, bon, moi, j'ai commis un petit ouvrage c'était il y a 3 ans, qui s'appelait mère de toutes les batailles, en finir avec l'hypocrisie décentralisatrice. Alors pourquoi cette hypocrisie décentralisatrice ? Parce que d'une certaine manière, dans notre pays, et lorsque on parle au niveau national, plus on parle de décentralisation et moins on en fait finalement. Et plus l'autonomie en fait diminue. C'est ça l'hypocrisie. Et cette hypocrisie, elle est liée à ce que nous venons de dire. Elle est liée aussi, quand même, Grégory, à une question culturelle ou une question de formation, hein, c'est quand même clair. Et la seule façon d'en sortir, c'est peut-être ce que disait, moi je n'osais pas aller jusque-là, mais comme Gaspard Koenig l'a dit, c'est qu'en effet, l'administration centrale finisse par comprendre
qu'elle fait fausse route dans sa façon de faire. Pas forcément dans les politiques suivies, mais dans sa façon de faire, et dans sa façon de définir les politiques publiques, et dans sa façon dont elle conçoit leur mise en œuvre. Si elle ne les définit pas en partenariat avec les autres acteurs publics que sont les collectivités territoriales, ça ne marche pas. Et si les collectivités territoriales ne s'engagent pas dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, eh bien ça ne marche pas non plus. Et donc ça, il faut évidemment qu'elles le comprennent. Et ça, c'est difficile. C'est difficile s'il n'y a pas, à la tête de tout ça, alors j'ose pas dire une personne, parce que ça fait encore référence à cette espèce de monarchie républicaine que nous connaissons, mais s'il n'y a pas au moins un groupe de personnes qui est déterminé à modifier tout ça. Je pense qu'en effet, c'est possible, mais pour ça, il faut qu'il y ait une crise. Voilà. Je pense qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une grave crise, dont malheureusement, les Françaises et les Français feront les frais, même si peut-être c'est limité dans le temps, mais ils feront les frais. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Moi, je le dis ici devant vous, parce que je sais que vous le comprenez, mais le dire de manière officielle et de manière très large, c'est quand même difficile pour un responsable politique. Quoi qu'il en soit, je pense que l'heure n'est plus naturellement ni aux grandes déclarations, ni même aux lois baptisées de décentralisation, ça c'est terminé. L'heure, elle est à ce basculement que nous devons opérer, dont je parlais, et qui peut se traduire, au moins dans un premier temps, par cette question de la responsabilité et de l'autonomie fiscale. C'est absolument essentiel. Je pense que toutes celles et tous ceux qui travaillent sur cette question depuis des années et des années, bon, je vois Jean-Léonce Dupont qui est là, et on en parle depuis tellement longtemps, eh bien, toutes celles et tous ceux qui travaillent sur cette question sont absolument convaincus qu'il y a un lien absolument évident entre responsabilité politique et autonomie fiscale. Et nous, élus locaux, nous revendiquons la responsabilité politique. Nous revendiquons la capacité à faire des choix, à nous donner les moyens de mettre en œuvre ces choix politiques, et puis à croire aussi à la sanction des habitants et des électeurs. C'est comme ça que ça marche. C'est une logique implacable. Et donc voilà, c'est pour ça que je citais tout à l'heure Catherine Vautrin, et il y a un compte-rendu au comité des finances locales, un procès-verbal qui va paraître. Donc normalement, il devrait reprendre ce qu'a dit Catherine Vautrin, et nous allons évidemment utiliser ce compte-rendu pour essayer de faire progresser la cause. Alors, peut-être revenir très rapidement sur nous, sur les EPL dans tout cela. Bon, je l'ai dit hier, hein, nous, les entreprises publiques locales, nous ne sommes pas la solution à la question fondamentale que nous avons posée ce matin. Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes simplement des démonstrateurs de ce qui a été dit sur l'efficacité, et ce mot efficacité, maintenant, il doit être très présent dans notre discours, sur l'efficacité du modèle des EPL dans la mise en œuvre des politiques publiques, sous, évidemment, à la fois le contrôle, le suivi, et selon la volonté des élus locaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a vu, pendant ce congrès, mais dans les congrès précédents, on le voyait aussi, et on le voit dans les réunions qui sont organisées sur les territoires, en région, on voit toute l'efficacité du modèle. On l'a vu hier pendant la présentation des trophées, on l'a vu sur les stands en discussion, et nous avons ici une assemblée de gens, d'élus, de dirigeants d'EPL qui sont à la fois convaincus de l'efficacité du modèle, convaincus aussi de sa pertinence, et convaincus et engagés dans la réussite du modèle dans les différents domaines qui sont les leurs, et domaines qui d'ailleurs prennent de plus en plus d'importance. Alors, la fédération, conformément à ce que nous avions discuté l'année dernière lors de la passation de la présidence de Patrick Jarry à moi-même, j'avais eu l'occasion de dresser une feuille de route. C'est cette feuille de route que nous mettons en œuvre, naturellement, avec le soutien de tous, avec le soutien de nos présidents d'honneur. À la fédération, les présidents d'honneur sont très importants. Je le dis parce que je serai l'un d'entre eux dans 2 ans, et j'entends bien continuer
à participer aux travaux de la fédération, parce que c'est une fédération très sympathique. Et donc, nous avons évidemment à intégrer les dynamiques de l'économie mixte locale en France et en Europe. En France, c'est évident, mais en Europe, ça c'est un vrai challenge, un vrai travail. J'ai été très heureux que Grégory, il y a un instant, mentionne le cas d'une Stadtwerke allemande. Pour vous dire ceci, le chiffre d'affaires, alors moi je n'ai pas les chiffres, là il a cité une Stadtwerke, mais il y en a des centaines en Allemagne. Ça a fait partie de leur mode de fonctionnement depuis bien plus longtemps que nous, l'économie mixte. Et ce n'est pas vrai qu'en Allemagne, c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres pays. Je crois qu'il y a 30 000 EPL au total en Europe. En France, on est à 1400. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans beaucoup d'autres pays. Et vous dire que lorsqu'on compare les chiffres entre, on va prendre la France et l'Allemagne, entre le nombre d'agents publics en France et le nombre d'agents publics en Allemagne, entre la dette publique en France et la dette publique en Allemagne, on ne prend pas en compte précisément tous les agents, ces 10 000 salariés de cette Stadtwerke, multipliés par X, qui sont des agents de statut privé, alors que chez nous, eh bien, les mêmes opérations sont faites par des agents de statut public. Je ne dis pas que c'est moins ou plus efficace. Je dis simplement, si on veut comparer les chiffres, il faut savoir de quoi on parle, et on ne le fait jamais. Mieux encore, sur les questions d'endettement et de dette publique, en France, la plupart des investissements publics, ils sont financés directement par les collectivités locales. Tout à l'heure, on rappelait que 75% de l'investissement public était réalisé par les collectivités locales, ce qui est exact, et c'est ça depuis très longtemps. Cet endettement des collectivités locales, qui représente 8% de l'endettement total public, mais cet endettement, il est considéré comme dette publique. L'endettement des EPL n'est pas considéré comme dette publique. C'est un problème statistique, c'est une question statistique d'Eurostat, c'est fait comme ça. Il est considéré comme dette privée. Et donc, par exemple, les 25 milliards d'encours de dette de l'ensemble des EPL en France et de leurs filiales, c'est de la dette privée. Si les EPL n'existaient pas, on aurait encore une dette publique encore plus forte, de 25 milliards d'euros. Donc, vous voyez que nous avons à rechercher aussi, chez nos partenaires européens, beaucoup d'exemples de ce qui se fait et qui marche, tout aussi bien que chez nous, et qui montrent que les différents modèles, finalement, ne sont pas figés. Sans doute qu'il y a 40 ans, le mécanisme de l'économie mixte, qui se mettait en place très tranquillement, on n'aurait peut-être pas envisagé qu'il prenne l'ampleur qu'il a aujourd'hui, et qui l'aura probablement demain, parce que, encore une fois, il répond à une demande et à un souhait des élus locaux. Le deuxième sujet qui est important pour nous, c'est évidemment de continuer à accompagner la diversification de l'économie mixte locale. Aujourd'hui, les SEM, les CEMOP, les SPL travaillent sur des sujets de plus en plus divers. Je parlais ce matin notamment avec une SPL bien connue de la question de l'implication et du modèle SPL dans le cadre du tourisme et de l'attractivité des territoires. Donc voilà, ce domaine d'action des EPL va de plus en plus s'étendre à une grande partie, en tout cas, des compétences et des responsabilités exercées par les collectivités locales. Et nous avons donc, évidemment, la Fédération à se préoccuper et à agir et à être présente sur l'ensemble de ces domaines, avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons aussi, et c'est pour ça que je suis très heureux que nous ayons reçu hier le président du MEDEF Pays de Loire, Bertrand Chaupe, et que nous ayons reçu ce matin Hélène Guillet, présidente du SNDGCT, parce que nous avons aussi, dans nos régions, au niveau national, mais aussi, surtout peut-être dans nos régions, nous avons à continuer de consolider notre réseau avec l'ensemble des réseaux, des acteurs publics, que ce soit les DG de collectivités territoriales, les comités économiques et sociaux environnementaux régionaux, les chambres de commerce, les MEDEF territoriaux aussi. Nous avons évidemment
tout à fait intérêt à mieux faire connaître ce qu'est l'économie mixte, ce que sont les EPL, comment ça fonctionne, et à nouer, lorsque on en ressent le besoin, les partenariats nécessaires en matière, par exemple, de formation, d'information, et puis pourquoi pas même en matière opérationnelle dans un certain nombre de cas. Et dans cet ordre d'idées, nous avons bien progressé. On en parlait l'année dernière, et Patrick Jarry a été à la manœuvre pendant son mandat sur cette question, sur le rapprochement entre les SEM, donc gérant des logements sociaux, et l'USH, l'Union sociale de l'habitat, à travers précisément la Fédération des offices. Et donc nous allons engager, j'ai rencontré à cet égard à la fois la présidente de l'USH, mais surtout le président de la Fédération des offices de l'habitat, pour engager, non pas un rapprochement, mais une collaboration étroite pour que les SEM de logement puissent en même temps adhérer à la Fédération des offices et naturellement adhérer à la Fédération des EPL, de sorte que nous puissions à la fois peser au sein de l'USH davantage et par ailleurs que nous puissions bénéficier des services que apporte l'USH précisément dans le domaine du logement social, qui sont des services très importants et très qualitatifs. Ce pacte en fait de collaboration, il est important parce qu'il permet de rassembler les acteurs du logement social qui sont maîtrisés par les élus. Ça veut dire les offices, une partie importante des coopératives et les SEM de logement social. C'est très important parce qu'on voit bien qu'au sein de l'USH, il y a une forme d'équilibre et peut-être de tension qui se crée entre ces structures maîtrisées par les élus locaux et puis les entreprises privées qui travaillent dans le domaine de l'habitat social. Donc il y a quelque chose là qui est très important pour la réaffirmation du rôle des élus dans la gestion des organismes de logements sociaux. Et je pense que, et j'espère en tout cas, que pouvoir vous présenter donc cette convention, cette collaboration plus précisément lors de notre prochain congrès. Et puis, évidemment, nous aurons à continuer le travail que nous faisons en direction des parlementaires. Et là, je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, notamment, on a un gros travail à faire parce que très peu de parlementaires connaissent la structuration de l'économie mixte, le fonctionnement de nos EPL. Bon, nous avions la chance d'avoir hier, justement pour la remise des trophées, Sophie Errante, qui est députée de ce département et qui, elle, connaît naturellement très bien le fonctionnement des EPL. Mais enfin, bon, c'est presque une exception. Maintenant, Christophe n'est plus à l'Assemblée. Bon. Et donc, non, il y en a quelques-uns quand même sur lesquels on peut s'appuyer. Et nous allons évidemment continuer cette relation donc étroite avec ces parlementaires à même de nous accompagner. Je voudrais d'ailleurs, à ce sujet, vous présenter les regrets d'Hervé Marseille, que chacun ici connaît, dont vous savez l'engagement à nos côtés et qui avait bien prévu de nous rejoindre aujourd'hui, mais malheureusement, l'actualité politique et son rôle éminent au Sénat ne lui a pas permis d'être parmi nous. Mais je voulais vous présenter ces amitiés et vous dire qu'il pense toujours à nous et que nous pouvons en tout cas compter sur lui au Sénat comme sur d'autres élus. Et puis, bien sûr, nous aurons à nouveau inlassablement à réexpliquer un certain nombre de choses à nos partenaires nationaux, au ministère, dans les cabinets, dont je constate aussi que leur connaissance est extrêmement limitée sur la question. Moi, j'étais content qu'Antoine Peillon soit là hier. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui commence à apprécier, je ne dis pas qu'il le faisait avant, mais enfin, en tout cas, qui commence à apprécier aussi ce qu'est le mouvement de l'économie mixte, qui commence à le connaître. Et donc, j'étais heureux qu'il puisse être là. Et puis, nous aurons aussi des sujets à porter auprès à la fois des ministères et du Parlement. Toujours notre fameuse proposition de loi de notre amie Sylvie Robert sur l'accès au mécénat culturel pour les SEM, qui n'est toujours pas passé à l'Assemblée nationale. Il a été voté à l'unanimité au Sénat il y a maintenant 3 ans. Ouais, au moins 3 ans. Voilà. Et on attend là donc des parlementaires à l'Assemblée pour pouvoir porter ce texte, qui devrait quand même pouvoir faire une forme d'unanimité. Je vous rappelle, il a été bloqué uniquement par nos amis.
nos amis, vous voyez, c'est Bercy. Bon. Voilà, c'était bloqué là uniquement pour une petite affaire, accès par les SEM culturels au mécénat culturel, c'est-à-dire aux avantages fiscaux. Enfin, mais ça ne représente rien. Mais c'est symbolique. C'est devenu pour nous un combat symbolique, cette histoire. Voilà. Et puis nous aurons aussi à travailler, notamment en matière, je parlais du logement tout à l'heure, mais dans le domaine les domaines de plus en plus divers dans lesquels nous travaillons, par exemple dans le domaine de l'énergie qui nécessite des investissements importants, la géothermie, les parcs éoliens, etc., à faire en sorte que nos collectivités locales, actionnaires, puissent garantir au-delà de 50% les emprunts qui sont effectués par nos EPL pour précisément investir dans les énergies renouvelables, par exemple. Et donc là aussi, je sens que ça va être un combat aussi qui va être très très long pour pouvoir passer à 80% de capacité de garantie, je ne dis pas de financement, de garantie, et voire peut-être à 100%. Donc là aussi, nous avons commencé donc à travailler sur cette question et à voilà, essayer de convaincre, d'expliquer. C'est extrêmement long, vous le savez, c'est extrêmement difficile, il faut trouver le bon moment et il faut trouver aussi des interlocuteurs qui acceptent de s'y investir. Voilà, mes chers amis, l'avancée de notre feuille de route. Eh bien, naturellement, nous repartons d'ici gonflés à la fois d'espérance, avec de sentiments que nous sommes parfois compris, notamment grâce aux interventions de Gaspard et de Grégory, qui sont des observateurs extérieurs, que nous n'avons pas soudoyés. Bon. Donc, nous sommes donc compris par un certain nombre d'observateurs, mais je pense que beaucoup de gens comprennent. Malheureusement, ce ne sont pas forcément ceux qui ont les clés du succès. Je voudrais donc à la fois vous souhaiter un bon retour après cet après-midi. Il y a encore quelques réunions dans l'après-midi. Vous souhaitez un bon retour, vous remercier de votre présence, vous remercier aussi de votre apport, de votre enthousiasme dans la présentation de vos actions, de vos projets. Vous dire que la fédération, elle reste naturellement à votre disposition, avec notamment les fédérations régionales, que nous aurons pour nos amis d'outre-mer donc un congrès qui se déroulera en Guyane à la fin du mois de novembre, qui est très important parce que l'économie mixte joue un rôle extrêmement important sur les territoires et départements d'outre-mer. Et puis, vous donner rendez-vous, enfin, je peux vous donner la date et le lieu pour notre prochain congrès qui aura lieu du 14 au 16 octobre 2025. Donc, vous notez, 14-16 octobre 2025, et ça aura lieu à Montpellier. Voilà, mes chers amis, merci en tout cas de votre présence, merci de votre engagement, merci de votre dynamisme, et vive l'économie mixte locale. Merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent déjeuner et je vous donne rendez-vous dès 14h pour les ateliers qui redémarrent et qui continuent cet après-midi sur ce congrès des EPL. Très bon appétit à tous.